un levier important de la justice sociale. Cela concerne les titres délivrés par l'administration coloniale, domaniale et territoriale. L'annonce de la mesure a suscité beaucoup d'enthousiasme et du côté des populations comme donc du côté de l'administration du permis d'occuper au titre foncier, un chemin long mais que l'État a décidé de raccourcir. Décryptage avec Ousmane Garifaye. Parmi les mesures d'urgence édictées par le chef de l'État figure l'ouverture de guichets uniques et la gratuité du document cadastral tel qu'édicté par la loi de 2012. Deux préalables à lever absolument au plus vite pour mettre la machine de la régularisation en marche à l'échelle du pays, pour permettre aux détenteurs de titres d'aller vers les services fiscaux et domaniaux. Pour le chef de l'État donc, pas question de perdre du temps sur l'opération en question, tout est placé ici sous le signe de l'urgence. L'objectif est d'élever vers la dignité des milliers de Sénégalais que l'administration coloniale et même postcoloniale avaient fixé dans la précarité en les empêchant d'accéder à la pleine propriété. Ces permis-là, toujours, ce sont les permis qui ont été délivrés par l'administration coloniale, les permis qui ont été délivrés par l'administration territoriale et ceux-là qui ont été dérivés par l'administration domaniale, mais qui portent exclusivement sur des terrains qui relèvent du domaine privé de l'État. Les titres visés par la mesure ainsi définie au terme de la loi de 2012, il s'agira pour les détenteurs mais également les sociétés de l'État de profiter pleinement des opportunités ouvertes dans le cadre des procédures de régularisation. Le constat a été fait au niveau des parcelles assainies. Nous savons que c'est des assiettes qui sont la propriété de la SNHLM. Mais très peu d'attributaires des parcelles assainies ont aujourd'hui un titre. La SNHLM est une structure de l'État du Sénégal. L'État du Sénégal, en prenant cette décision-là, mais fera pratiquement d'une pierre deux coups. Il sortira la SNHLM de ce carcan dans lequel il est. Parce que la SNHLM s'est engagée en contrepartie d'un paiement de délivrer un titre. Aujourd'hui, quels sont les obstacles pour la SNHLM pour délivrer ce titre-là? Nous essaierons de voir ultérieurement quels sont les obstacles pour leur apporter la solution et marcher à côté des HLM et le tirer certainement, si la SNHLM a des difficultés pour le faire, de le tirer. L'autre pierre certainement tombera dans les concessions des attributaires et de voir eux aussi pourquoi ils ont donné leur argent et qu'ils ne parviennent pas à avoir un titre comme tout le monde. Ils ont essayé, ils ont fait ce qu'il fallait faire, ils se sont inscrits, ils ont payé, on leur doit un titre. Au-delà de la SNHLM, c'est l'État du Sénégal qui doit aider tout citoyen et toute structure à pouvoir faire face à ces obligations. Aujourd'hui, il n'y a pas que le permis d'occuper qui constitue la gêne. Il y a des quartiers qui sont densément occupés, qui sont prévus pour être habités, qui sont effectivement habités par des gens qui n'ont ni droit ni titre. Qu'aujourd'hui, si l'autorité prend l'initiative de permettre à ces quartiers-là, dans la même veine que la transformation des permis en titre foncier, de les tirer et de leur permettre eux aussi d'avoir un titre foncier, de quitter non seulement la précarité dans laquelle ils sont, mais l'illégalité dans laquelle ils sont, et pour avoir un titre foncier. Moi, je pense que on ne peut qu'apprécier cette mesure-là. Du cadastre au ministère des Finances, en passant par la commission de contrôle des opérations domaniales et le bureau des domaines de la résidence de l'immeuble, l'administration reste engagée à mettre en musique les notes du chef de l'État. Ça permettra à l'administration fiscale de redoubler d'ardeur, d'être beaucoup plus agressive pour aller vers les gens. Parce que les gens ne détestent pas ou ne tournent pas le dos au bien-être. C'est parce que certainement ils n'en connaissent pas le chemin. Aujourd'hui, le chemin est tracé. L'autorité nous a donné le ton hier. L'administration fiscale va se fortifier, l'administration fiscale va s'engager en dotant ses services de moyens matériels comme moyens humains, pour faire face à la tâche parce qu'elle est immense. C'est donc une opération historique d'envergure qui se profile dans un court et moyen terme à travers le pays, qui nécessite d'importants moyens financiers et humains, un travail intense pour les services du domaine, mais également du cadastre. Et puis l'attaque terroriste de Grand Bassam en Côte d'Ivoire fait reparler d'elle-même à Dakar. La police sénégalaise a mis la main hier sur 2 individus qui seraient en cause dans cette attaque. Les présumés terroristes sont arrêtés aux parcelles assainies à la gare routière des Beaux-Maraîchers. Les précisions de Mamadou Samambo. Voici le véhicule à bord duquel celui qui pourrait être le logisticien du binôme est appréhendé ce jeudi
en milieu de journée à hauteur de la gare routière des Beaux-Maraîchers. Avant de tomber, Ould Am Sidel Amin, 35 ans, a séjourné ici aux Parcelles Assainies à quelques encablures de l'auberge Kër Damel, où a eu lieu la première arrestation, celle de Ould Sidi Mohamed Sina, un gros morceau pour la police criminelle. Il a été établi que ce dernier était en lien direct avec le présumé planificateur des attentats de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Des premiers éléments de l'enquête, il ressort également que le premier nommé était en contact avec un Sénégalais du nom de Moustapha Diatta, qui a été même interpellé par la division des investigations criminelles il y a de cela quelques mois et qui fait présentement l'objet d'un mandat de dépôt. Le véhicule de marque Hyundai est immatriculé en Gambie et tout porte à croire que les deux terroristes présumés sont arrivés à Dakar par la route. Aux yeux de la police, cette double prise est à lire dans les deux sens. Ce résultat montre à suffisance que le dispositif marche. Cela nous pousse également à nous remettre en question davantage pour dire que si ils ont pu être là, ça veut dire que quelque part on doit encore resserrer. L'attaque de Grand Bassam en Côte d'Ivoire avait fait une vingtaine de morts et quelques dizaines de blessés. Pour la police, la menace est toujours réelle au Sénégal. Elle invite les populations à une plus grande collaboration. Leur demander d'être encore plus vigilante parce que la menace, qu'elle soit latente ou palpable, elle est encore là, diffuse ou pas, mais elle est là. On leur demande juste de collaborer, continuer à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Ould Sidi Mohamed Sina et Ould Am Sidel Amin sont actuellement interrogés derrière cette fenêtre dans les locaux de la division des investigations criminelles. La DIC a 2 fois 96 heures, c'est-à-dire 8 jours, pour boucler son enquête et transmettre le dossier au procureur. Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, à travers le programme d'eau potable et d'assainissement du millénaire PEPAM, a organisé une enquête. L'ANSD a signé un protocole d'accord pour mettre en place des dispositifs spécifiques afin de maîtriser l'accès à l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Le financement du projet s'élève à 325 millions de francs CFA, nous dit Awandiaï. Par cet acte, le PEPAM et l'ANSD vont mettre en œuvre une enquête spécifique sur l'eau et l'assainissement. Les objectifs de développement durable visent à éradiquer la pauvreté d'ici à 2030. La question de l'eau a été évoquée, comme indiqué dans le plan Sénégal émergent. Le gouvernement du Sénégal veut améliorer les conditions de vie des populations. On ne peut pas gérer des ressources, on ne peut pas gérer un secteur si on ne peut pas mesurer les paramètres de ce secteur. Et c'est ça l'importance. On est en 2017, il faut mesurer la situation du Sénégal. Où est-ce qu'on en est en matière d'accès à l'eau? Où est-ce qu'on en est en matière d'assainissement et jusqu'à la qualité de l'eau, en matière de qualité de l'eau, où est-ce qu'on en est? Parce qu'on va le mesurer. Mais aussi le caractère abordable de l'eau, c'est-à-dire le prix qu'il faut payer pour accéder à l'eau par rapport au pouvoir d'achat des ménages. L'objectif de cette enquête consiste à collecter des informations auprès des ménages dans les 14 régions du Sénégal. Maintenant, on va aller plus loin, éradiquer la pauvreté et atteindre pour nous l'accès universel à l'eau potable et à des services d'assainissement. Donc on a mis la barre un peu plus haut avec des standards qui aujourd'hui, il ne suffit pas d'amener de l'eau au ménage, mais on voudrait que le point d'eau soit situé sur place. On voudrait que la disponibilité en eau donc soit assurée en continu. On veut également que l'eau qu'on donne au ménage soit libre de toute contamination. Le projet sera réalisé par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie pour une durée de 5 mois. D'autres perspectives de collaboration sont en vue pour renforcer les systèmes de statistiques nationales.
Direction Sédhiou pour parler de ce comité régional de développement qui s'est tenu pour évaluer le programme national d'autosuffisance en riz PENAR. Pour la direction régionale du développement rural, c'est une grande satisfaction car la région a atteint l'objectif que le PENAR lui avait assigné. Kaltom Gueye, compte rendu. Occupant la première place en matière de riziculture pluviale au niveau national, Sédhiou demeure une région au potentiel rizicole énorme. De 2011 à aujourd'hui, la superficie emblavée est passée du simple au double ou même plus, mais aussi l'objectif fixé à la région dans le cadre du programme national d'autosuffisance en riz PNAR a été atteint. Actuellement, on a vu qu'on a fait un grand bond depuis 2014 avec l'appui du programme national d'autosuffisance en riz. Beaucoup de quantités de semences ont été données, des semences certifiées. Donc beaucoup d'équipements ont été mis en place par les projets, l'État, un peu dans le cadre du PNAR. Donc ce qui nous a donné les résultats qu'on a obtenus en 2015. Déjà la région avait dépassé son objectif en termes de superficie et en termes de production. Mais quand même nous allons garder cette cadence, surtout pour 2017, qui est l'année vraiment d'évaluation du PNAR. Donc, et du PRACAS. Donc c'est vraiment une satisfaction. Satisfaction certes, mais il est noté quelques problèmes. Les problèmes de divagation qui sont soulignés aussi, les problèmes de salinisation, nous allons nous atteler à ça. Les problèmes d'acquisition des tracteurs par les organisations. On va essayer de voir avec les partenaires tels que le FONGIP, l'assurance agricole, donc les outils de l'État qui sont là et qu'on va essayer d'activer pour cette année pour permettre un peu d'amoindrir les risques et d'atteindre les objectifs. Et pour les résoudre, des mesures sont prises par le gouverneur. Habib Léon Ndiaye a par ailleurs émis un certain nombre de recommandations. C'est de développer l'assurance agricole pour un meilleur accompagnement des producteurs face aux aléas climatiques, d'accélérer le rythme d'aménagement des vallées. Je pense qu'il faut aussi admettre qu'il y a des efforts qui sont faits pour l'aménagement des vallées, mais je considère que le rythme est encore lent. À mon avis, il faut qu'on aille beaucoup plus vite. Cinquième recommandation, c'est d'intensifier la communication sur les différentes variétés de semences pour aider les producteurs dans le choix des variétés les plus adaptées. Ce comité régional de développement d'évaluation du PNAR a permis aux acteurs d'échanger sur les bons résultats obtenus. Pour les perspectives, la région veut emblaver les 48 000 hectares cette année. Nous restons en Casamance à Ziguinchor, cette fois-ci chaud en comité régional de développement sur la campagne nationale de vaccination du cheptel s'est tenu. Occasion pour les acteurs de discuter sur les mécanismes à mettre en place pour un bon déroulement de la campagne de vaccination. Un concours de tous est attendu afin d'atteindre les objectifs fixés. C'est un compte-rendu de Abdul Aziz Ban. La surveillance de la santé animale et la prévention des maladies qui touchent le cheptel intéressent les plus hautes autorités. C'est pourquoi la campagne nationale de vaccination du cheptel revêt une importance capitale. Et pour mener à bien cette campagne, ce comité régional de développement s'est tenu. Il a été d'abord question de tirer le bilan de la campagne de l'année écoulée. Pour la région de Ziguinchor quand même, nous avons obtenu vraiment des résultats très satisfaisants. Mais ces résultats quand même très satisfaisants, nous les avons obtenus grâce au projet qu'on appelle Passael, qui nous avait doté de moyens supplémentaires, des vaccins, etc. Mais également par le plan d'action du ministère de l'élevage, qui a renforcé un peu le dispositif local existant, ce qui nous a permis d'avoir justement ces résultats. Le bilan de l'année écoulée est très positif. Les agents et les éleveurs ont fait un très bon boulot, ce qui a permis d'atteindre les objectifs fixés. Il faut que l'on continue sur cette lancée pour le bien de l'élevage. Même si pour la précédente campagne à Ziguinchor, les résultats obtenus dépassent de manière significative les objectifs nationaux, il est important de maintenir le cap. Pour cette année, il s'agira de mener des campagnes de sensibilisation tout en apportant des innovations. En 2017, il y aura le ceremony monitoring qui sera mis en œuvre. En 2017, il y aura justement le suivi évaluation qui sera mis en œuvre. Et en 2017, je pense que le Sénégal pourra se positionner par rapport, parce que comme vous le savez, le programme de vaccination que nous avons s'inscrit dans un programme mondial de l'Organisation de la santé animale, où nous devons d'ici l'horizon 2025 assurer l'éradication définitive de la peste des petits ruminants, qui décime les petits ruminants comme vous le savez. Et nous pensons qu'à partir de cette année, avec le dispositif qui a été mis en place par le ministère, nous allons atteindre ces objectifs.
Cette campagne, c'est pour nous les éleveurs. Je pense que si nous passons le mot, nous allons informer vite et bien. Dans tous les départements, nous allons sensibiliser les éleveurs. Nous avons choisi de mettre l'accent sur la sensibilisation, la communication avec les acteurs, parce que la principale difficulté, c'est la transmission de l'information. Donc nous avons demandé à tous les acteurs, en particulier les représentants des éleveurs, de prendre en charge cette question d'information, de communication pour que les éleveurs se mobilisent pendant cette période. L'objectif est le même et il est clair pour tous ces participants à ce comité régional de développement, c'est de faire une très bonne campagne de vaccination du cheptel pour l'année 2017 dans toute la Casamance. Redynamisation de la politique industrielle du Sénégal, le chef de l'État décide de soutenir les entreprises implantées à la Sodida et à la Sonepi à travers notamment la modernisation des sites, l'octroi de titres fonciers gratuitement aux chefs d'entreprise et l'accompagnement technique et financier. Le président Macky Sall a également décidé d'octroyer 20 hectares aux entreprises pour l'implantation d'un domaine industriel à Diamniadio. Annonce faite aujourd'hui lors d'une rencontre avec l'Union des entreprises de la Sodida et le Rassemblement des entreprises industrielles et artisanales de la zone Sonepi. Le président Macky Sall est au micro de Pape Biram Biguendiaï. Je m'a rendu compte de vos principales préoccupations qui portent notamment sur la difficulté d'accès à la pleine propriété, vous l'avez dit, l'absence de titre foncier pour en tout cas la Sodida. Parce que pour la Sonepi, il me semble que le problème a été réglé. Je voudrais sur ce point précis, dans la continuité de la décision que j'ai prise lors du dernier Conseil des ministres, d'instruire le ministre de l'Industrie et des Mines de travailler avec la PROSI et toutes les entités publiques pour que dans la Sodida également, que l'octroi des titres fonciers, ceci gratuitement, puisse être finalisé dans le cadre global aujourd'hui de cette politique de sécurisation des titres de propriété pour nos compatriotes. Vous avez parlé de l'insécurité grandissante due à l'occupation irrégulière des espaces communs, la proximité des habitations, le besoin d'une plus grande présence de l'État, la volonté de délocalisation de certaines unités industrielles dans des espaces plus favorables, et particulièrement pour la zone Sonepi, je l'ai déjà rappelé, l'accès au foncier pour les jeunes entrepreneurs issus de vos systèmes d'apprentissage. Je voudrais vous rassurer que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour trouver des solutions appropriées à l'ensemble de ces contraintes évoquées. Dans ce sens, le gouvernement va étudier dans les meilleurs délais les modalités d'un accompagnement administratif, technique et financier plus adapté, tout en veillant à la modernisation de vos sites à travers la réhabilitation des voiries et réseaux divers. Les VRD, c'est-à-dire la reprise des routes, en fait détériorées depuis lors. Il faut que cela soit intégré dans nos plans de reconstruction, mais aussi de faire la promotion d'infrastructures structurantes. Dans le même sillage, et pour faire face à l'étroitesse grandissante des zones de la Sodida et de la Sonepi, le ministre chargé de l'industrie prendra les dispositions appropriées en relation avec la délégation pour la gestion des pôles urbains de Diamniadio et de Lagros, en particulier, et le ministre en charge de l'urbanisme pour doter les 20 hectares destinés à votre projet de domaine industriel de Diamniadio.
Nous reviendrons plus en détail sur cette rencontre dans nos prochaines éditions avec Pape Biram Bigué Ndiaye. En attendant, parlons santé. Le manque de sang est une importante cause de mortalité. Pour y faire face, l'association des donneurs bénévoles s'est lancée dans une caravane sur l'ensemble du territoire. À l'étape de Dalal Diam à Guédiawaye, des soldats, des femmes et des jeunes de mouvements associatifs sont venus en renfort. Il y avait aussi des représentants des collectivités locales, nous dit Oumar Diaw. Dans leur tenue de combat, ils sont venus massivement répondre à ce qu'ils considèrent comme un devoir, sauver des vies. C'est d'ailleurs d'une certaine façon le don de soi qui caractérise le soldat. Ils ont tendu leurs bras pour offrir de leur sang. Je suis fier de donner mon sang aujourd'hui à un être humain. La cérémonie se passe dans l'enceinte d'un hôpital, Dalal Diam, tout un symbole. Sachez qu'en donnant de votre sang, vous contribuez aussi à l'émergence de ce pays-là. Vous faites de ce concept armée-nation une réalité. Il n'y avait pas que des hommes en battle dress. Cette dame est une initiée. Et ça, c'est ma 3e fois. Il faut mobiliser toute la population à donner du sang. D'autres femmes sont venues en nombre. Les Badianougor, ces marraines de quartier, ne sont-elles pas à la pointe de la lutte pour une meilleure santé des femmes, des enfants et des familles? On ne veut plus entendre une femme qui donne naissance et qui meurt. Le mouvement Navetan, qui regroupe en majorité des jeunes, n'a pas manqué le rendez-vous. Le don du sang est inscrit dans ses activités. Le troisième objectif de Navetan, c'est contribuer à l'effort de santé publique. Et qui dit contribuer à l'effort de santé publique dit aussi donner du sang. Dalal Diam est le point de départ de la caravane nationale initiée par l'association des donneurs bénévoles. La santé est une compétence bien sûr transférée et la ville de Guédiawaye, en tout cas en ce qui nous concerne, nous ne ménagerons aucun effort. Une caravane à travers le pays exige des moyens. Des partenaires sont venus en appui à travers la RSE. Nous tenons à remercier le CMS de son soutien. C'est un partenaire qui vient d'arriver. Mais alhamdoulilah. Une chose est de donner une fois, une autre est de s'inscrire dans la durée. Nous comptons sur la solidarité des populations afin que le don de sang soit vraiment une action pérenne. La régularité de l'acte et l'augmentation du nombre de donneurs sont deux conditions pour que les banques de sang restent au vert. Quand elles sont au rouge, ce n'est jamais bon. Pourtant, rouge est le sang. Et puis cet atelier de dialogue et de partage sur le financement de la nutrition, la société civile s'engage dans la sensibilisation. La plateforme Sounou Sénégal prend pour cible les parlementaires pour porter le plaidoyer. La CLM a besoin de plus que son budget annuel de 3 milliards de francs CFA pour mettre en œuvre son prochain plan stratégique. Compte rendu de la rencontre avec Fatou Sakho. Avec le nouveau plan stratégique qui sera au point dans 2 mois, l'amélioration de la situation nutritionnelle des populations dépendra d'un financement propre plus conséquent. Nous l'avons au Sénégal à hauteur de 3 milliards par année, mais la question de financement demeure un enjeu de taille. Aujourd'hui, le nouveau document de politique a donné des orientations claires par rapport à la responsabilisation des différents secteurs sur les questions de nutrition. Et le Parlement est l'allié naturel justement pour pouvoir mobiliser les ressources au sein même des différents secteurs. C'est ce qu'a compris la plateforme Sen Sénégal qui regroupe une 40aine d'organisations civiles. Après les élus locaux, elle implique les parlementaires pour porter le plaidoyer. Nous avons organisé cette session de dialogue pour qu'avec les parlementaires, amener le gouvernement à allouer suffisamment de ressources endogènes et un financement durable de la nutrition. Un objectif que la dizaine de représentants de la 12e législature présents à cet atelier compte bien s'approprier. Nous avons l'intention de nous constituer en un réseau parlementaire, pousser l'action, notamment le plaidoyer pour avoir plus de ressources pour la nutrition, notamment la CLM, mais également au niveau des différents secteurs qui s'occupent de la nutrition, notamment l'éducation, la santé, l'agriculture, parler plus de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Au Sénégal, la malnutrition reste une question importante, avec une prévalence relativement élevée de 66% chez les femmes enceintes en fer, 20% pour la malnutrition chronique et 10% pour celle aiguë. Elle peut impacter le développement économique et social.
Intéressons-nous à présent à la fonction de gestionnaire des ressources humaines. Le secteur qui est devenu très large aujourd'hui est diversifié. Les responsables des ressources humaines sont surtout formés autour de 3 principes, à savoir l'acquisition, le développement et la rétention. Que faut-il aux jeunes pour s'insérer dans ce milieu très sélectif? Réponse dans ce sujet réalisé par René Massigue-Diouf. Les entreprises doivent en partie leur bien-être à une politique idoine de gestion des ressources humaines. La fonction est devenue de nos jours très large. Elle va de la gestion du personnel à celle des avancements, des carrières ou encore de l'adaptabilité du profil de l'employé à l'emploi occupé. La gestion des ressources humaines dans n'importe quelle entreprise que vous verrez a 3 missions régaliennes qui ont toujours été ces missions de tout temps. La première mission, c'est l'acquisition du personnel. L'acquisition du personnel nécessaire pour faire le travail. Par acquisition, on entend toutes les actions de recrutement, avec à la clé des contrats à durée indéterminée ou déterminée. C'est toutes les actions de mise à disposition de personnel, notamment par le personnel intérimaire. Ces effectifs et ces compétences ont pour finalité de contribuer, d'aider l'entreprise à réaliser ses objectifs. Il faut que les compétences requises pour tenir les postes au niveau de l'entreprise correspondent aux compétences qui sont acquises par le personnel, et pour avoir cette adéquation, il va jouer sur un certain nombre de leviers qui sont le recrutement, la formation, la mobilité, la rémunération, etc. Le domaine demeure l'un des plus diversifiés. Les experts considèrent la gestion des ressources humaines comme une fonction qui comporte l'essentiel des outils de management. Elle intègre surtout dans le lieu de travail l'acquisition, le développement et ce qu'ils appellent la rétention. Direction, département ou simple service, les sociétés jugent de l'opportunité des mécanismes à mettre en place. Un DRH, il sert à acquérir, développer et retenir tout le personnel et les compétences qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Vous avez recruté la personne, ça a un coût, vous l'avez développée, vous avez investi de l'argent sur cette personne pour qu'elle ait des compétences. Maintenant, il faut essayer de la retenir. Parce que sinon, tout l'investissement que vous avez fait sur cette personne est perdu. Les gestionnaires des ressources humaines n'ont pas toujours eu les mêmes profils. La tendance pour les entreprises est de changer d'approche. Presque partout, les titulaires du poste ont les qualifications techniques requises. Dans plusieurs instituts, l'intitulé de la formation est GRS, Gestion des ressources humaines. Étudiée dans le cadre d'une spécialisation il y a quelques années, elle fait l'objet de formations pratiques dès la première année. À la base, une série d'enseignements est dispensée. Nous, au Sénégal, nous sommes pionniers quand même parce que nous sommes les premiers à avoir pris le parti de commencer à former dès la première année en gestion des ressources humaines. Mais généralement, c'est des opérationnels qui doivent maîtriser les éléments en rapport à l'administration du personnel. Il y a également quelques éléments de développement des ressources humaines. À niveau master, c'est plus dans le développement des ressources humaines, mais avec également une bonne maîtrise des aspects administratifs, parce que dans la plupart des entreprises, compte tenu de la raréfaction des ressources, elles font beaucoup de l'administration du personnel et un peu moins le développement en fait, des ressources humaines. Les jeunes, en général, ils ont une formation qui est traditionnellement très théorique, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle les écoles l'ont bien compris et ont commencé à intégrer les stages très tôt. Le diplôme leur donne du savoir, il faudrait qu'elles développent leur employabilité par l'acquisition de compétences dont l'entreprise a besoin. Les outils traditionnels de gestion des ressources humaines sont liés au recrutement et à la formation. On peut citer également la motivation qui a trait aux avantages et à l'attractivité. À côté, de nouvelles méthodes sont expérimentées pour donner aux salariés le meilleur environnement de travail possible. Les DRH sont également dans les métiers du bâtiment. Dans la suite de notre série consacrée à ce secteur, justement, nous faisons ce soir un zoom sur les maçons. Ces ouvriers sont les premiers à intervenir sur un chantier pour la construction proprement dite. Les marchés sont juteux, mais il faut une condition physique impeccable pour faire une fondation. La rubrique métier est signée Louise Bizza. Hassan et ses collègues maçons viennent de gagner un marché de construction d'un immeuble collectif d'habitation. Pour la réalisation de ce jackpot, ils se déploient pour la mise en place des fondations du futur immeuble. On creuse les fouilles, on pose les semelles, on les coule, en même temps les chaînages et la machinerie pleine, c'est-à-dire les briques pleines. On pose les briques pleines, on met les remblais et puis le dallage. Ici, c'est l'union du gros œuvre. On implante les murs et les planchers, assemblage de briques par ici,
Coulage de béton par là. Dans ce chantier, on respecte scrupuleusement le plan de construction. Même si le technicien est là, le maçon, il faut lui donner une copie du plan pour pouvoir construire la maison. Le travail en équipe permet de monter très rapidement les cloisons et les dalles. Un maçon, c'est un ouvrier, comme tous les autres, un ouvrier du bâtiment. Dur physiquement, ce métier demande beaucoup d'énergie. De l'énergie, il en faut pour passer d'une étape à une autre. Implanter d'abord le bâtiment, c'est-à-dire poser les chaises d'implantation, mettre les axes, c'est-à-dire qui vont sortir les poteaux, les différentes semelles. L'étape du chaînage est très importante. À ce stade de la construction, il faut avoir l'âme d'un bâtisseur. Après élévation, commence l'élévation des poteaux et la maçonnerie creuse, la dalle, ainsi de suite. On ne recrute pas n'importe quel maçon pour construire une villa de standing. Il faut des maçons bien qualifiés. Cet immeuble constitue l'exemple type à reproduire. Pour bien faire les choses, ils suivent à la lettre les consignes du chef de chantier. On essaie de les suivre sur les chantiers. C'est là-bas qu'on recrute les maçons. Pour les deux parties, l'objectif est de gagner de l'argent. Seulement, le paiement de la main-d'œuvre du maçon se fait au fur et à mesure qu'on avance dans la construction. C'est par décompte de chaque niveau. Ça joue aussi sur la surface. Les débouchés dans ce domaine, il en existe. Après quelques années d'expérience, le maçon peut devenir chef de chantier ou travailler à son propre compte. Le simple fait de penser aux perspectives d'évolution crée parfois des confusions au sein du chantier. Les difficultés, c'est comme dans tous les métiers. Tout métier a des hauts et des bas. Le métier de maçon est encore accessible sans diplôme. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. On n'a pas du matériel et l'organisation du chantier. Cependant, plusieurs niveaux de formation existent, permettant aux maçons d'élargir sa palette de compétences. Les écoles, bon, ils conforment des niveaux CAP, des maçons, des niveaux CAP, des niveaux BEP aussi. Le maçon est le premier à intervenir sur un chantier après le terrassier qui prépare le sol. À l'aide d'un plan de construction, il maçonne les murs par assemblage de matériaux tels que les briques, les plâtres, bref du béton. Il possède en outre des compétences d'autant plus indispensables que la qualité de son job dépend de la solidité du bâtiment. Le manque de rigueur dans ce domaine peut conduire à des effondrements d'immeubles. Voilà pour la rubrique métiers. Toujours dans notre série chez les métiers du bâtiment, nous vous ferons découvrir le métier de peintre vendredi prochain. Et puis l'actualité internationale nous mène en Afrique du Sud. La manifestation anti-immigrés qui s'est déroulée ce matin a été dispersée par la police. Depuis 2 semaines, des incidents sont notés à Johannesburg et Pretoria. Certains habitants accusent les étrangers d'encourager la criminalité. Le récit de Sedina Alunfal. La police sud-africaine a dispersé ce vendredi une manifestation anti-immigrés organisée à Pretoria. Une marche qui intervient après de violents incidents qui ont vu des riverains en colère piller et brûler des bâtiments occupés par des étrangers soupçonnés d'abriter des maisons de passe ou du trafic de drogue. Les manifestants accusent les étrangers de voler le travail des Sud-Africains et d'encourager la criminalité. Le taux de chômage est à plus de 26% dans le pays. L'Afrique du Sud compte près de 2 millions d'étrangers. On note beaucoup de réfugiés et de nombreux migrants économiques, ce qui provoque la colère des Sud-Africains. Ces dernières semaines, près d'une quarantaine de magasins tenus par des étrangers ont été pillés dans les banlieues autour de Johannesburg et Pretoria. Dans une déclaration, le président Jacob Zuma a fermement condamné les actes de violence et appelé les citoyens sud-africains et les étrangers à la mesure. Ces violences ont suscité une crise diplomatique avec le Nigeria, dont les ressortissants sont la principale cible des incidents. Abuja a convoqué jeudi l'ambassadeur sud-africain pour lui faire part de sa profonde préoccupation et exiger des mesures de protection des vies et des biens des étrangers. Les flambées de violences anti-immigrés sont récurrentes en Afrique du Sud. En 2015, 7 personnes sont mortes lors de pillages visant des commerces tenus par des étrangers à Johannesburg et à Durban. En 2008, des émeutes xénophobes avaient fait 62 morts.
Retour chez nous, la reconnaissance de l'Union africaine de radiodiffusion à l'égard du premier directeur de l'UAR, Laurence Akiassé, reste une figure marquante de l'Union qu'il a su guider. Son œuvre a été magnifiée lors du dîner de gala qui a clôturé l'Assemblée générale de l'UAR. C'est un compte-rendu de Rougui Atouba. Des sonorités africaines pour marquer la fin de la 10e Assemblée générale de l'UAR. L'Union africaine de radiodiffusion, qui a également soufflé ses 10 bougies, témoigne sa reconnaissance au premier directeur général de l'UAR. Père Laurent Akiassé, sans être adulte, votre bébé vit. Il gambade dans la vie et se rappelle à votre mémoire. Il est anxieux et souhaite voir à la source de votre sagesse. Vous avez su conduire ses premiers pas. Même lorsque laminé par la maladie, même lorsqu'on vous croyait perturbé par le découragement, vous étiez là, présent pour défendre les intérêts de l'Union. Un hommage est rendu au patriarche qui reste fier de ses successeurs. Nous sommes confiants en l'Union qui est maintenant sur le bon chemin et de ce qu'elle se porte bien. Je suis fier de vous et du travail accompli. L'Union africaine de radiodiffusion souhaite encore bénéficier des conseils éclairés d'un sage pour relever les défis et atteindre ses objectifs. Et puis le groupe Société Générale a fêté à Dakar le premier anniversaire de son Lab Innovation. L'initiative a pour objectif de stimuler et d'accélérer l'innovation au sein de toutes les filiales d'Afrique et subsaharienne du groupe. Le directeur général du groupe Société Générale en visite au Sénégal a tenu une conférence de presse compte rendu à Damsila. Créé en février 2016, le Lab Innovation de la Société Générale, hébergé par Joko Labs, a pour but de tester l'adéquation des projets innovants du groupe avec les tendances du marché local. Il pourra ensuite développer les idées jugées pertinentes et en accompagner leur mise en œuvre dans les réseaux Société Générale en Afrique. Ces innovations étant tournées d'une part vers la logique d'inclusion financière, favoriser au maximum l'accès aux services financiers pour l'ensemble des citoyens des pays concernés et du Sénégal en particulier, mais aussi une amélioration permanente de la qualité de service, de la satisfaction clientèle. Pour renforcer son interaction avec l'environnement local, le Lab Innovation entre en contact permanent avec les acteurs et start-up, entrepreneurs, experts entre autres. Actuellement, une dizaine de projets sont incubés et le déploiement des 3 projets pilotés issus de Hackathon est annoncé. Il s'agit de e-ticket, Banquise et Willy Bank. On veut vraiment rentrer dans une dynamique d'économie distribuée parce qu'on croit en cette jeunesse africaine-là et on croit aux startups. La Société Générale, je pense, a compris, c'est qu'elle ne veut pas faire l'Afrique seule, elle veut faire l'Afrique avec les Africains et je pense que ça, c'est justement s'adosser pour bien comprendre aujourd'hui les besoins du terrain, y trouver des réponses ensemble. L'événement a été aussi une occasion pour le groupe de réaffirmer l'importance de l'Afrique dans sa stratégie de développement à travers des initiatives innovantes. Vous vivez une révolution formidable en matière de bancarisation que nous devons accompagner si nous voulons jouer pleinement notre rôle de promoteur du développement économique en Afrique. Et cette révolution, nous avons décidé de ne plus la vivre seuls. Nous prenons l'engagement d'être un exemple, une référence de responsabilité sur le marché sénégalais et espérons que ça va pouvoir permettre également à l'industrie tout entière d'épouser ces standards-là et de faire propulser nos économies vers les standards internationaux. Présent dans 18 pays africains, le groupe Société Générale a un bon positionnement dans la région qui lui permet d'offrir à ses clients l'expertise et le savoir-faire d'une banque internationale et la proximité d'une banque locale. En Afrique, le groupe accompagne les économies locales et sert près de 3,5 millions de clients, dont 150 000 entreprises.
Et puis dans l'actualité sportive, la 39e Assemblée générale de la Confédération africaine de football aura lieu le 16 mars 2017 à Addis Abeba. Elle sera l'occasion pour l'instance du football africain de réélire un nouveau président. Ahmed Ahmad de Madagascar fera face donc à Issa Hayatou, le Camerounais, qui se présente pour la 8e fois. Les explications de Fatoumata Savané. Elles seront 5 associations membres de la Confédération africaine de football regroupant 54 pays à voter pour l'élection d'un nouveau président de la Confédération africaine de football. L'organisation fêtière du football continental a connu au total 4 présidents en 60 ans. Ahmed Ahmad, le Malgache, fera face au Camerounais Issa Hayatou à la tête de l'institution depuis 16 ans. Le Camerounais, enseignant de formation, va briguer son 8e mandat. À 70 ans, Hayatou bénéficie encore de la confiance de certaines fédérations. Mais pour son adversaire, la CAF a besoin d'être réformée et a surtout besoin d'une nouvelle génération de leadership. Le challenger, ancien ministre des Sports de Madagascar, compte relever le défi. Après le 16 mars 2017, date de l'élection, le nouveau président de la CAF ne pourra